mesdames et messieurs, distingués panélistes, bienvenue au Forum Gallien pour l'Afrique. Je suis vraiment enchantée de passer ces prochaines minutes avec vous. Je suis Marie-Ange Saraka-Yao, directrice générale à l'Alliance Gavi en charge de la mobilisation des ressources et des financements innovants pour justement lutter contre les différentes maladies infectieuses. Je suis accompagnée aujourd'hui par un panel très distingué. Et dans le cadre de la lutte contre la pandémie, l'idée aujourd'hui, c'est pouvoir approfondir avec vous des thèmes très importants, des outils contre cette lutte. Le premier panel se focalisera plus particulièrement sur la production de vaccins comme un des outils phares de la lutte contre les différentes maladies infectieuses et encore plus aujourd'hui avec l'annonce imminente de vaccins qui pourraient être mis à disposition prochainement sur le continent. Je crois que ce sujet est d'actualité. L'Alliance Gavi, avec ses partenaires, l'OMS, CEPI, l'UNICEF et bien d'autres partenaires, au moment de la pandémie, ont mis en place une solution unique, une solution globale, la solution COVAX, pour permettre justement de mettre à disposition les outils nécessaires au pays et plus particulièrement à l'Afrique pour lutter contre la pandémie et s'assurer que ces outils soient disponibles sur le continent en même temps que le reste du monde. Cette constatation a surtout été faite sur la base des leçons apprises des pandémies précédentes, notamment H1N1. Aujourd'hui, nous sommes vraiment enchantés puisque nous avons mis en place cette facilité, la facilité COVAX, qui regroupe 189 pays. Et dans le cadre de cette facilité, l'idée, c'est de vraiment investir dans un portefeuille de vaccins, 10 à 15 vaccins, ce qui augmente la probabilité de succès et de mise à disposition des vaccins dans les pays, et notamment mise à disposition en même temps que le reste du monde. Le fait d'avoir un très grand nombre de pays permet aussi évidemment un meilleur pouvoir de négociation et d'acheminement des vaccins à moindre coût. Donc, je suis vraiment enchantée, en fait, du coup, de pouvoir introduire les deux panélistes dans ce sous-thème. Monsieur Richard Hatchett, qui est le directeur général de CEPI, donc, qui est la coalition justement pour lutter contre les épidémies et qui est un des partenaires clés de COVAX. Et le professeur Papa Salif Sow, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, qui pourront nous parler aujourd'hui de leur expérience. Alors, je voudrais déjà poser donc la première question, si vous voulez, à nos panélistes. Donc, d'abord au professeur Papa Salif Sow. La question est la suivante. La recherche vaccinale pour le sida, le paludisme ou Ebola n'a pas toujours abouti. Pourquoi le vaccin est-il la solution incontournable à la COVID-19 et quelles sont les différentes pistes de recherche et leur niveau d'avancement? Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voulais remercier d'abord les organisateurs de ce troisième forum 2020, Madame le ministre d'État, mon maître, Madame le professeur Aoumarikol Sek, et le comité d'organisation, mes collègues, le professeur Ibrahim Sek et Madame Seynebouba Diakhaté et tout le staff. Une pandémie sans précédent, je ne reviendrai pas là-dessus. Aujourd'hui, malgré toutes les interventions qui ont été mises en place, ce matin, l'OMS a publié que nous avons 68 500 000 de cas d'infection et 1 570 000 décès. Et donc, seul un vaccin va permettre de contrôler l'épidémie, de nous permettre de reprendre une vie sociale normale comme avant et surtout de relancer le tissu économique. Avec un objectif quand même de vacciner 70 à 80% de la population au niveau de chaque pays et au niveau mondial pour avoir une immunité acquise.
Madame, au cours de mes 5 minutes, je vais développer 3 points. Le premier point, c'est pourquoi la recherche-développement a permis en moins d'1 année d'avoir un vaccin contre le virus. Deuxièmement, la solidarité internationale pour favoriser l'accessibilité géographique et financière. Et troisièmement, je vais terminer rapidement, souligner qu'est-ce qui doit être fait au niveau national. Le premier élément, c'est pourquoi dans l'histoire, c'est la première fois dans l'histoire moderne de la médecine qu'en moins d'1 année, on a mis au point un vaccin, alors que classiquement, il faut attendre 10 à 15 ans. Il faut noter que c'est 2 mois après le séquençage génétique du virus que différentes équipes se sont mises en place pour lancer des candidats vaccins. Et à ce jour, il y a 237 candidats vaccins qui sont en cours d'évaluation, dont 41 en phase 1, 17 en phase 2, 13 en phase 3 et 2 qui ont reçu récemment l'autorisation par les institutions de régulation. Je ne reviendrai pas sur ces labos, on le sait très bien, Pfizer, BioNTech, les laboratoires Moderna, les laboratoires AstraZeneca ont montré qu'il y a une efficacité de ce vaccin, l'espoir est permis. Mais il y a 3 facteurs qui expliquent pourquoi en moins d'1 an. Premièrement, ce sont les avancées scientifiques acquises au cours des dernières années. Avancées scientifiques au cours des épidémies précédentes, à Zika, à H1N1, à SARS et Ebola. Ebola, on a un vaccin. Et donc, ce sont ces épidémies précédentes qui ont permis et qui avaient préparé le terrain. On a des plateformes qui étaient prêtes pour être appliquées à une nouvelle pandémie. Et la COVID est arrivée. Mais aussi, c'est l'utilisation des nouvelles technologies appliquées à la biologie, la nanotechnologie, l'ingénierie en biochimie, la bioinformatique. Ce sont ces nouvelles technologies qui sont des facteurs favorisants qui ont permis rapidement de mettre au point ce vaccin. Et je dis toujours qu'il n'y a pas eu de précipitation, il y a eu une vitesse dans la mise en place de tout ça. Mais un autre élément important, c'est la collaboration scientifique internationale avec une publication des données à chaque étape et un partage transparent de toutes ces données-là. Et le contexte épidémiologique, parce que pour faire des essais, il faut avoir des participants. Et l'environnement épidémiologique a permis rapidement de mettre au point les différents essais et d'avoir des résultats. Le deuxième élément, une fois que j'ai dit 3 facteurs, le premier facteur, l'avancée scientifique, le deuxième facteur, c'est une approche logistique novatrice. Par la construction des unités de production bien avant l'obtention des résultats de ces essais. Et ça, c'était un pari risqué. D'habitude, on attend la fin des phases 3 pour lancer la fabrication des unités. Et c'est une approche tout à fait novatrice. Le deuxième élément sur l'approche logistique, c'est le soutien logistique et administratif des États, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, des États qui ont apporté un soutien logistique et administratif pour faciliter le déroulement au niveau des firmes pharmaceutiques. Mais je pense que le dernier élément qui explique pourquoi 1 an, c'est l'investissement massif financier public-privé. On n'a jamais vu dans la recherche et développement vaccin que les gouvernements, les fondations privées, les firmes pharmaceutiques, les célébrités ont mis en place un investissement sans précédent. Et quand on a tous ces éléments-là, ça permet évidemment de pouvoir mettre ce vaccin-là rapidement. Le deuxième élément après, pour expliquer pourquoi 1 an, c'est on a le vaccin. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est une solidarité mondiale. Et ça, je ne vais pas trop développer parce que mon collègue tout à l'heure va le développer. Au niveau du G7, on sait ce que les pays développés, ce qu'ils ont fait. Et au niveau du virus, Madame la Présidente, vous l'avez dit, c'est le COVAX qui va permettre aux pays à ressources limitées d'avoir des éléments. Je ne vais pas le développer. Mais qu'est-ce qui va se faire? Le COVAX va nous donner les vaccins au niveau de nos pays sous-développés, mais il y a nécessité pour nos pays d'être prêts avant l'arrivée de ces vaccins-là. Et donc, la nécessité de mettre en place un plan national de vaccination COVID dans chaque pays
Et c'est maintenant qu'il faut le faire de façon concertée et qui va rapidement voir les différents éléments. Premièrement, les populations prioritaires à vacciner au niveau du pays. Il faut les dénombrer, il faut les identifier. Deuxièmement, la logistique nécessaire pour déplacer d'une région à l'autre parce qu'il faut vacciner tout le monde. Cette décentralisation, il faut tout faire pour que le vaccin soit à la disponibilité et accessible par les populations. Il doit être gratuit, accessiblement, géographiquement et financièrement. Troisième élément, les ressources humaines, matérielles et financières. Il faut un budget au niveau national. Même si le COVAX nous donne ces vaccins-là, il faudra au niveau national, parce que ça demandera, cette logistique va demander un appui financier. Il faut identifier les sites potentiels de vaccination au niveau du pays, au niveau décentralisé, du niveau régional, départemental, district jusqu'au niveau du village. Mais surtout, madame, je voulais insister sur l'importance de la stratégie de communication, qu'il faut commencer dès maintenant, avant même l'arrivée des vaccins. Expliquer aux populations pourquoi il est important de se vacciner, mais surtout d'arriver, d'expliquer et de convaincre et de tout faire pour lutter sur ce qu'on appelle les fake news, d'apporter une éducation sanitaire à ces populations avec une approche communautaire comme on l'a fait dans les autres maladies. À côté des scientifiques, il faut impliquer les leaders d'opinion, les leaders religieux et ensemble, nous pourrons apporter la bonne communication et traduire surtout au niveau des différentes langues au niveau du pays. Et dernièrement, dernier élément de réflexion pour terminer mes 5 minutes, c'est autour du ministère de la Santé d'impliquer les autres secteurs d'appui, la médecine d'entreprise, la médecine scolaire, la médecine universitaire, le service de santé des armées. L'armée pourra apporter sur le plan logistique un renfort extrêmement important et la prise impliquer aussi la médecine qui en charge des retraités, la médecine privée. Bref, madame la présidente, il faut qu'on agisse vite et maintenant de façon concertée et transparente pour être prêt avant l'arrivée du vaccin. Et en attendant l'arrivée de ce vaccin-là, il faut continuer les mesures de prévention. Ça va prendre du temps pour vacciner toute la population. Le port de masque obligatoire, et la distanciation physique et sociale, de limiter les rassemblements et tester, continuer à tester et toujours tester pour pouvoir contrôler cette épidémie en attendant ces vaccins-là. Je vous remercie, madame la présidente, de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, professeur Papa Salif Sow. En effet, je voudrais vraiment reprendre certaines des paroles et des points que vous avez faits pour dire tout simplement que la préparation, en effet, c'est maintenant. D'un côté, les vaccins s'apprêtent à arriver prochainement. Et la pire chose qui pourrait arriver, c'est que ces vaccins arrivent dans les différents aéroports et que la préparation pour les acheminer aux populations ne soit pas terminée. Donc, vraiment, maintenant, le mot d'ordre, c'est la préparation, pouvoir en effet mettre en place ces plans nationaux. Une coordination est faite entre tous les partenaires internationaux, l'UNICEF, l'OMS, Gavi, la Banque mondiale, pour s'assurer que les plans de préparation soient uniformisés pour faciliter justement cette préparation parce qu'elle sera importante. On a compris qu'il pourrait y avoir des spécifications peut-être plus strictes au niveau de la chaîne des froids pour certains vaccins. Il faut vraiment pouvoir en effet régler et commencer à aborder tous ces problèmes et les solutions pour s'assurer que chacun de nos concitoyens et concitoyennes ait accès au vaccin dans les meilleurs délais. Donc ça, je vous remercie, professeur Salif Sow, pour cette excellente intervention. Et je voudrais maintenant me tourner vers le professeur Richard Hatchett, qui est le directeur général de la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies. Et Richard, la question que je voudrais vous poser est la suivante. Quelle place est accordée à l'Afrique, même si elle est l'un des continents les moins touchés à ce jour, dans le développement du vaccin contre la COVID-19? Quelles sont les opportunités et les défis à relever? Richard, vous avez 5 minutes.
Chère Excellence, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. C'est un plaisir de participer. Je ne parle pas très bien français et je vais parler en anglais. Nous tous, nous allons nous rappeler de 2020 comme étant différente des autres années. C'est une année où nous avons eu beaucoup de souffrances, beaucoup de défis à relever, et ceux de par le monde et bien sûr en Afrique. Cependant, nous avons également vu une collaboration scientifique, une collaboration comme cela a déjà été relevé, et nous avons travaillé de concert grâce aux mécanismes comme la COVAX. Je vais répondre à la question de Madame la présidente de séance, mais je vais d'abord relever les réalisations remarquables en Afrique dans le cadre de la riposte face à la pandémie. À plusieurs égards, l'Afrique a apporté une riposte beaucoup plus efficace que plusieurs autres pays. Et au Rwanda, ce pays a joué un rôle de premier plan en ce qui concerne le suivi des malades, le traçage, et les cas de COVID sont très faibles en Afrique par rapport aux autres parties de l'Afrique. Ces chiffres sont effectivement très faibles en Afrique. L'Afrique a dû faire face à plusieurs autres menaces épidémiologiques en même temps. Et nous devons également en Afrique et dans le monde s'assurer que tous les outils soient mis à disposition le plus tôt possible. Mon organisation a été mise en place en face à l'épidémie Ebola d'Afrique de l'Ouest. Nous avons donc réagi de façon rapide face à la COVID-19. Nous avons établi des partenariats pour mettre au point des vaccins contre la COVID-19 et nous avons déjà plus de 17 millions de cas enregistrés dans le monde. Nous avons mis en place un très grand portefeuille pour la production des vaccins. Nous avons donc mis à profit le principe de rapidité, de vitesse et d'accessibilité. Nous souhaitons mettre à disposition les vaccins le plus rapidement possible et distribuer des millions de doses dans le cadre de la COVAX. Comme le professeur l'a déjà mentionné, il y a un grand nombre d'initiatives visant la mise au point des vaccins dans le monde. Il y a 2 initiatives qui ont déjà atteint l'étape 3. 2 de ces efforts de développement des vaccins ont été menés en Afrique, dans un centre national de recherche en Égypte et un autre dans l'université nigériane. Ces candidats sont toujours à l'étape préclinique et nous suivons les progrès comme nous le faisons pour tous les autres vaccins qui sont mis au point dans le monde. Il y a des essais qui ont impliqué des milliers de personnes et certains essais ont eu lieu en Afrique et visent à tester l'efficacité des vaccins au Kenya, au Maroc, en Égypte. Et certains vaccins sont également mis au point par Oxford, Novavax, entre autres. Les conclusions des essais et d'autres menés dans le monde ont permis des progrès dans la mise au point des vaccins. Il y a un vaccin qui a été approuvé déjà
au Royaume-Uni, de Pfizer également aux États-Unis il y a quelques années, et les autres vont suivre. Nous œuvrons de concert avec l'OMS pour que ces vaccins passent l'étape de pré-qualification au niveau de l'OMS pour qu'ils soient disponibles dans le monde. Nous travaillons également avec les régulateurs en Afrique et le Forum africain de régulation, AFOREM, qui joue un rôle efficace dans l'harmonisation des revues et la mise à disposition des vaccins de façon accélérée. Bien sûr, ce qui est important, c'est que tout le monde puisse tirer profit de ces vaccins. Et la pandémie nécessaire donc une solution mondiale. Et nous devons veiller à ce que toutes les personnes dans le monde aient accès aux vaccins, notamment en Afrique. En partenariat avec Gavi et l'OMS, nous avons déjà parlé de la COVAX. Nous avons travaillé dans le cadre de la COVAX dans le but d'assurer une mise à disposition équitable de vaccins et ce vers la fin de l'année 2021. COVAX est la seule solution qui vise à révolutionner le domaine des vaccins, et la maladie ou la pandémie est une menace pour tout le monde. À ce jour, 189 pays et économies, notamment les pays d'Afrique, ont indiqué qu'ils souhaitent participer dans la facilité COVAX et travaillent également pour la mise au point des vaccins contre la polio. Il s'agit donc de la mise à profit des vaccins et ceux qui sont produits dans d'autres parties du monde, à condition que ces vaccins soient considérés comme saufs. Nous devons donc mettre au point des vaccins qui vont répondre aux besoins de tous les segments de la population dans tous les pays. Il est important de renforcer la capacité de recherche en Afrique pour pouvoir mener des recherches de base en matière de mise au point des vaccins. J'ai déjà mentionné deux recherches dans ce domaine. Il faut également soutenir la recherche dans l'ensemble du continent africain. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires, la Fondation Bill Gates, pour la mise au point des vaccins, pour faciliter leur distribution et leur mise au point. Pour conclure, je dirais que les vaccins qui se sont avérés efficaces, les mRNA, représentent une transformation dans la production des vaccins. Nous sommes passés de la biologie à la chimie. Le potentiel de production de vaccins de façon plus fiable et rapide a été fait sur une base chimique plutôt que biologique. L'Afrique et d'autres régions du monde ont joué un rôle de premier plan pour faire face aux défis rencontrés par les producteurs de vaccins par le passé, et notamment dans la mise au point des vaccins à l'avenir. Pour terminer, donc, je dirais que l'Afrique a mené une riposte efficace, et je loue le travail effectué par Africa CDC A4F, les centres nationaux de lutte contre les maladies et d'autres mécanismes qui ont joué un rôle important dans les efforts continus pour endiguer la COVID-19. Je vous remercie infiniment. Merci infiniment, Dr. Richard Hatchett, pour cette intervention et pour tous ces points très importants, mais surtout pour rappeler vraiment les institutions qui sont développées justement pour soutenir l'Afrique et en réponse à certaines des épidémies qui ont eu lieu dans le passé. Et c'est ainsi pour ça que CEPI est né, et de cette expérience, justement, on se bat sur cette expérience
pour justement élargir la réponse au Covid-19. Et merci encore une fois aussi de mentionner tous les partenariats avec les différentes organisations africaines, puisque c'est vraiment un travail de partenariat, tous ensemble, nous devons y arriver. Et c'est ça vraiment le mot d'ordre, mais que c'est vraiment maintenant qu'il faut retrousser les manches, si je puis dire, tous ensemble, parce qu'il y a cette opportunité fantastique et elle est bien réelle et on peut y arriver, mais il va falloir qu'on se mette, qu'on travaille de concert. Donc, je voudrais vraiment remercier les deux panélistes pour ces interventions très pertinentes et surtout justement pour avoir mis en avant les plans d'action qui sont réalistes et possibles à faire dans l'immédiat. Je voudrais maintenant passer le bâton, si je puis dire, à l'autre président de séance pour introduire donc les panélistes de la prochaine session. Monsieur le Président, à vous. Et merci, Madame Sarah Kayao. Donc, c'est avec beaucoup d'honneur que je prends le relais. On va aller tout de suite au vif du sujet. C'est une suite logique, en tout cas, de ce que nous venons d'entendre. J'en profite pour dire bonjour à Salif, que je n'avais pas vu au début, et renouveler mes respectueuses salutations à notre maître inoubliable et remarquable, le professeur Aomai Kolsek, ainsi que tous les panélistes. Je ne connais pas tout le monde, mais je vous salue respectueusement. Je voudrais, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, remercier Madame le ministre Degar pour son invitation. Je reviens juste de la cérémonie de clôture des travaux du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. J'ai bouleversé le programme en faisant remonter la cérémonie de clôture pour pouvoir me libérer. C'est vraiment pour vous montrer l'importance que cet événement représente pour le ministère et de même que l'autre. Il vous transmet ses salutations. Il y a aussi en pleine préparation d'une deuxième réunion de ministres qui travaillent autour de l'école inter-état de médecine vétérinaire. Il se trouve qu'on est dans le concept One Health et je trouve remarquable la discussion qu'on est en train de faire sur la santé humaine et que lundi démarre une réunion des vétérinaires. Ça montre vraiment le caractère global de l'approche que nous devons avoir. Il y a quelques jours, le président de la République, M. Macky Sall, a remis le prix Macky Sall pour la recherche et l'innovation et a doublé le fonds Macky Sall pour la recherche et l'innovation qui est monté de 500 millions à 1 milliard de francs CFA. Donc ça montre vraiment que sur le plan institutionnel, sur le plan politique, et le président de la République, qui est un scientifique, et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, qui est un scientifique, accordent à tout ce qui a trait à ce que vous êtes en train de faire. Je suis moi-même un pur produit de la médecine et de la recherche, et notre maître, le professeur Maïk Kolsek, nous a tracé les routes, le professeur Salif et moi et nos jeunes frères, professeur Ndiaye et le professeur Sek. Donc, je ne suis pas dans un milieu virtuel, je suis dans mon monde. Je salue respectueusement la présence du ministre Bruno Itoa, malgré ses charges, qui prend le temps d'être avec nous. Donc, voilà les mots qu'aurait dit mon ministre et que je dis rapidement en son nom. Je vais peut-être demander à la régie de projeter mes diapositives. Je prends conscience que sans aucune faveur, je n'ai droit qu'à 5 minutes. Bon, je vais l'essayer. Donc, vous pouvez avancer à la prochaine diapositive où j'insiste simplement sur un fait que tout le monde
connaît, c'est la faiblesse des fonds destinés à la recherche. Et c'est pour ça que l'exemple que le président Macky Sall vient de donner en invitant, il l'a dit mardi, ses pairs africains et les institutions internationales à financer la recherche. Un pays ne peut pas se développer sans la recherche. Un pays ne peut pas se développer sans booster l'innovation. Si nous avions les moyens, je peux vous assurer que le vaccin serait produit en Afrique. Il ne faut pas oublier l'histoire du vaccin contre la fièvre jaune. Il ne faut pas oublier l'histoire du vaccin contre l'hépatite, où l'équipe de Dakar et ses élèves ont fait un travail formidable. On ne peut pas ne pas mettre en exergue le caractère résilient que l'Afrique a montré. Je suis allé récemment dans la banlieue. J'ai vu des jeunes fabriquer des robots qui parlent les langues locales pour délivrer du savon et du gel. À Thiès, ils ont créé des respirateurs artificiels. Et je peux vous assurer qu'en mettant les moyens de la recherche aux mains des scientifiques africains, on peut révolutionner, on peut bouleverser le monde. La prochaine diapositive. Pour dire la même chose par rapport aux moyens physiques et matériels de la recherche. Beaucoup de nos chercheurs sont dispersés dans la diaspora parce qu'ils n'ont pas dans leur propre contexte les moyens infrastructurels, les moyens matériels, les moyens logistiques pour mettre en application ce qu'ils ont appris dans les universités africaines d'abord, et puis dans les plus grandes universités du monde. Cette diaspora devra être mobilisée. L'Afrique ne participe pour l'instant qu'à 2%. Et encore, si on enlève l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, le milieu, c'est 0,4%. Et c'est quelque chose qui doit être complètement bouleversé. La prochaine diapositive. Pour simplement citer sur le plan purement national les différentes ressources qui financent tant soit peu la recherche. Je vais aller sur la prochaine diapositive. Au niveau national a été créé le FIRST, un fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique, qui est un magnifique projet qui date de 2002, qui nécessite d'être revisité pour mieux répondre à ces objectifs. Un autre projet est spécifiquement dirigé vers les femmes universitaires. Et ça, c'est quelque chose que nous saluons, parce que premièrement, nous ne sommes pas machistes, et deuxièmement, moi je pense très sincèrement que plus de femmes médecins, plus de femmes chercheurs, plus de femmes ministres, plus de femmes PDG, il y aura forcément un impact mondial. Je ne le dis pas, Madame Yao, pour faire de l'élégance ou des hommages virtuels. Je le pense très sincèrement. Chaque fois qu'on a donné aux femmes des responsabilités, et les femmes étant plus pragmatiques, elles vont vers l'essentiel, même si, bon, c'est entouré de tout un charme qui fait leur charme d'ailleurs, mais une femme ne détourne pas de l'argent. Une femme, elles sont puissamment très honnêtes. Et c'est quand on leur confie quelque chose qu'elles doivent le réussir, elles le réussissent. Vraiment, je ne suis pas en train de vous charmer. Je vous dis sincèrement ce que je pense. Donc, ce projet est un projet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, qui est pertinent et que nous allons continuer à développer. La prochaine diapositive, toujours sur le plan national, un certain nombre de dispositifs existent qu'il ne faut pas qu'on néglige. Au sein de nos universités, les chercheurs bénéficient de voyages d'études avec des primes. Les écoles doctorales, on prend des initiatives pour y aller, et le président de la République a créé un certain nombre de prix, non seulement au niveau national, mais au niveau de l'espace du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Je rappelle qu'il vient de donner 1 milliard pour qu'à partir de dans les 19 pays membres du CAMES, la recherche soit boostée. Donc nous ne sommes pas nombrilistes sur le plan national,
notre vision panafricaine est avérée et très forte. La prochaine diapositive, sur le plan sous-régional, c'est surtout le CAMES qui nous structure, qui structure nos universités et notre recherche à partir des universités. Mais ces dernières années, on a vu des organismes sous-régionaux, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, des pays africains, maintenant s'intéressent beaucoup plus à la santé, à la recherche et aux universités et est en train de mettre en place des choses. Au niveau de l'Union africaine, vient d'être créée par exemple l'Agence spatiale africaine et d'autres mécanismes en collaboration avec le CDC et sont en train d'être mis en place. Donc les choses bougent, il faut le reconnaître, on peut faire mieux et par la grâce du Seigneur, nous ferons mieux. La prochaine diapositive, sur le plan sous-régional aussi, il y a un certain nombre de dispositifs. Je laisserai mes diapositives à disposition pour ne pas empiéter sur le temps, où vous verrez qu'il y a des initiatives qui sont en train de se mettre en place. Au niveau de l'international, un certain nombre d'initiatives, prochaine diapositive, sont aussi entreprises, notamment via les structures naturelles, hein, que ce soit l'OMS, un fort appui de la coopération des États-Unis, des Japonais, de l'Union européenne. L'AIEA fait énormément de choses, l'Union européenne, il y a un certain nombre d'institutions internationales qui s'intéressent de plus en plus à la recherche et à l'innovation. Prochaine diapositive, toujours sur l'international, un certain nombre de multinationales. Je prends comme des gens qui sont dans le numérique ou dans le système bancaire ou des fondations, la fondation Gates, de la fondation Helen Keller aussi s'intéresse de plus en plus à soutenir non seulement la santé, mais la recherche dont on parle en ce moment. La prochaine diapositive, c'est quelles sont les perspectives. Nous en avons discuté ces dernières années avec la Banque mondiale, qui est en train d'appuyer ce qu'on appelle les centres d'excellence. Le professeur Daouda Ndiaye pourra vous en dire un mot. Et les recommandations aussi vont dans le sens parce que tout le monde se rend compte du potentiel extraordinaire des ressources humaines africaines. Moi, en 3 mois de présence à la Direction générale de la recherche et de l'innovation, je suis le meilleur mot qui le fait ressortir, c'est en anglais. I'm absolutely amazed. Je suis impressionné par le nombre de chercheurs, leur qualité, leur background, qui travaillent dans des conditions difficiles. Et il faut qu'on se batte pour trouver des initiatives nouvelles. Nous sommes en train de réfléchir. Demain, j'organise à partir de ma direction générale un atelier sur les nouveaux mécanismes innovants de financement de la recherche. Et nous allons en rendre compte à notre ministre et à notre président de la République pour mettre en place un fonds que j'aimerais bien qui porte le nom de FAIR, Fonds d'appui à l'innovation et à la recherche, et en anglais, Funds for Advancement of Innovation and Research, et nous ouvrir à des sources innovantes et ne pas penser que les ressources étatiques ou gouvernementales régleront le problème du financement de la recherche. Ils ne le régleront pas. Il y a trop de priorités en Afrique pour qu'ils mettent trop de billes dans ça. C'est à nous de chercher des mécanismes innovants. C'est pour ça que je salue la tenue de ce forum, de ce thème, et je vous remercie pour ça. Voilà ce que je voulais dire pour ne pas trop empiéter et permettre à ce que mes successeurs sur le plan timing puissent dire le mot. Je voudrais, dans ce cadre, demander tout de suite au professeur Daouda Ndiaye, c'est l'ordre chronologique qui m'a été remis, mais si M. le ministre Itoua voulait qu'on intervertisse, on le ferait. Hein. Daouda Ndiaye est charmant, l'accepterait sans problème. Mais bon, je vous laisse décider entre vous deux. Hein. Qu'est-ce que vous préférez? Qui voudrait parler? Et ce que je voudrais qu'il soit ressort, c'est vraiment à partir de vos riches expériences. Daouda, qui est un chercheur
émérites qui traversent les frontières. Monsieur Itoua, mathématicien qui est venu vers la sphère gouvernementale pour booster les choses. Tous les deux, vraiment, ce que je souhaiterais en tant que co-chair, c'est à partir de votre vécu professionnel que vous partagez avec nous tous des choses concrètes et pratiques à partir desquelles nous pourrions rebondir. Voilà. Je vous laisse le libre choix de... Tout à fait. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur le directeur général. On peut tout à fait laisser l'ordre tel qu'il a été proposé. Le professeur Daouda Ndia, il peut intervenir maintenant et j'intervenais à la fin. Très bien. Merci, monsieur le ministre, de l'élégance de cette invite. Donc, Daouda, mon cher frère, tu as la parole. Merci, cher maître, merci, directeur. Merci, monsieur le ministre, pour cette opportunité. Et encore une fois, merci à notre maître, le ministre d'État, professeur Eva Maricol, pour cette initiative importante pour le pays, mais également pour le monde, également professeur Ibrahima Seck. Merci à tous mes maîtres qui sont là et tous mes collègues. Est-ce qu'on peut mettre mes diapositives, s'il vous plaît, Jonathan? Je vais essayer d'aller vite parce que, oui. Allez, prochaine diapo. Prochaine diapo. Oui. Je vais essayer de synthétiser. Comme l'a dit tout à l'heure notre maître, professeur Gallo, on va laisser les diapos tout à l'heure. Juste pour montrer, je pense que le professeur Gallo a fini de poser le débat par rapport aux problèmes de moyens que se posent les Africains, globalement, les pays sous-développés, et en comparaison des pays en voie de développement. Et juste pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver sans un financement. Et malheureusement, la question revient toujours. Pourquoi dans les pays sous-développés, particulièrement aujourd'hui en Afrique, les gens ne trouvent pas? Malheureusement, c'est le slogan qui est véhiculé. Et partout, la réponse est que très souvent, il y a peu de structures, il y a peu de scientifiques, malheureusement, qui ont la possibilité d'avoir un financement localement. Très souvent, ce n'est pas le cas, ou bien modestement. Et beaucoup de ces scientifiques qui ont à éprouver des choses reçoivent des financements de l'étranger. Donc, et c'est pourquoi aujourd'hui, le financement reposera impérativement sur une collaboration nord-sud, mais également sud-sud, en termes, il l'a dit tout à l'heure, par rapport au commerce et aux institutions. Prochaine diapositive. Et cette diapo est importante pour moi parce que c'est pour dire quoi? Juste la première ligne, où est-ce qu'on a besoin? On a besoin de fonds où? Les fonds servent à refaire la recherche. Et si on prend le cadre de la COVID-19 aujourd'hui, la COVID-19 interpelle le monde. C'est une rarement qu'on a des situations où c'est le monde en réalité qui est touché, qui est basculé par rapport à une pandémie. Aujourd'hui, on le verra tout à l'heure dans les prochaines diapositives, que la recherche doit être faite partout où il y a une maladie, il y a une pandémie. Et malheureusement, on voit aujourd'hui qu'il y a une disparité en matière de recherche par rapport aux fonds disponibles. Et très souvent, c'est un problème de politique en réalité des gouvernants à travers lequel on va y revenir tout à l'heure. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive, ce n'est pas important ça. Voilà, là, ça date de longtemps probablement, mais c'est la même réalité. Ça veut dire quoi? On voit que ceux qui font la recherche, en tout cas dans nos pays en voie de développement, comparé à l'Europe, à l'Asie, en Amérique ou en Océanie, repose en Afrique essentiellement sur la recherche par des centres de référence, les grands laboratoires, mais également les universités. Et si on voit ici, par exemple, les financements octroyés aux universitaires, avant de revenir aux pays globalement qui financent, on voit nettement que les fonds alloués sont relativement faibles. En tout cas, ils font partie, en tout cas, les universités font partie des institutions les moins allouées en recherche, en finance, pour pouvoir dérouler les recherches. Le grand public, notamment le gouvernement, et là, ça concerne éventuellement, effectivement, l'Amérique et l'Europe. Mais en Afrique, c'est malheureusement pas le cas. Donc, ce graphe témoigne d'une chose, que certes, au plan mondial, on a l'impression que c'est le grand public, ce sont les gouvernements qui financent la recherche, et c'est le cas. Et c'est pourquoi, en réalité, dans les grands pays où on a de bons résultats, ce sont les pays américains, européens, asiatiques, etc., où les gouvernements mettent beaucoup d'argent sur la table, des centaines de milliers de millions de dollars ou de milliards de dollars ou d'euros qui permettent à chercher de trouver, malheureusement. Nous avons les mêmes protocoles au niveau de l'OMS, les mêmes protocoles au niveau du CDC et d'ailleurs. Et malheureusement, et nous avons également les mêmes patients en termes de maladies, les mêmes populations. Ce qui bloque en termes de différence, c'est le problème de moyens. On voit quand ici, par exemple, même le secteur le privé joue un rôle extrêmement important dans le financement. On a entendu tout à l'heure
notre maître, professeur Salif, revenir sur ça dans le développement de vaccins, et que là où on doit vraiment faire la recherche fondamentale, la recherche de base qui informe dans la prise de décision, le financement n'est pas réellement là. Et si on voit le tableau, et qui est un tableau où on montre les principaux bailleurs de fonds en matière de recherche, l'Amérique, notamment les États-Unis, suivi de l'Europe, de l'Asie et du Canada. On ne voit pas la place de l'Afrique ici, parce que si on doit chiffrer en termes de milliards de dollars ou d'euros, effectivement, on ne peut pas voir l'Afrique, malheureusement. Et c'est là, on pense, il a dit, et c'est pourquoi il faut saluer l'initiative du président Macky Sall d'avoir accepté d'augmenter les fonds alloués à la recherche avec le CAMES, parce qu'il nous faut vers ça. Tant qu'on recherchera des fonds de l'étranger, il sera difficile pour que les Africains mettent la recherche sur les rails. Diapositive. Ici, c'est un exemple. Quels sont aujourd'hui, c'est récent, les 10 premiers, en tout cas, institutions à travers le monde dans le cadre de la recherche biomédicale qui appuient les universitaires, les centres de recherche en matière épidémiologique, en matière de recherche de vaccins, de diagnostic, d'outils de diagnostic des médicaments. On voit très loin, on voit les NIH. Et nous en savons quelque chose parce que malheureusement, nous partageons des plateformes de discussion et de recherche en termes de partenariat, de consortium en Afrique et partout ailleurs. Et on voit que l'NIH vraiment est la première institution qui appuie le monde en matière de recherche avec plus de 2000 milliards de dollars en matière de recherche, suivi de l'Union européenne, de la Commission de l'Union européenne, du MRC, des autres institutions. Mais juste pour dire que, encore une fois ici, on ne voit pas malheureusement les pays sous-développés à investir, même si les moyens ne sont pas toujours disponibles, mais on voit nettement que les grands pays qui financent la recherche, c'est les États-Unis et l'Europe, même si en Asie on le fait, mais les 2 premiers pays, en tout cas les 2 premiers continents qui soutiennent la recherche au plan mondial, avec un budget extrêmement colossal, et c'est l'Afrique, c'est les États-Unis et l'Europe. Diapositive. Et cette diapositive suivante le confirme. Aujourd'hui, on voit, et ça reflète la carte aujourd'hui réelle, on le verra avec la COVID-19 par exemple. Ce sont les pays les premiers pays où il y a la recherche aujourd'hui à travers le monde. On voit les États-Unis, on voit l'Europe et on voit l'Australie. L'Afrique, même si c'est un territoire, c'est un continent où il y a beaucoup de problèmes en matière d'épidémie, on ne voit pas réellement cette place dans la recherche. Et il l'a dit, le professeur Gallo, notre maître, la base, c'est le problème de moyens. Prochaine diapositive. Un exemple par rapport à la recherche de vaccins. Dans le cadre du développement de vaccins, on voit également toujours ici en termes de pays, mais également ici en termes d'institutions. Et on voit les institutions telles que le Wellcome Trust qui ont beaucoup, en tout cas les MRC, l'Union européenne, qui ont beaucoup investi dans le cadre du vaccin, mais également les philanthropies, avec la fondation Bill Gates également, et les autres chargés qui sont non gouvernementaux et qui aident beaucoup dans le développement de vaccins, en termes de millions d'euros qui est dépensé. Le Wellcome Trust, c'est plus de 700 millions d'euros. Et ça, c'est récent. Pour dire qu'en réalité, toujours, on ne verra pas. On verra la Banque mondiale, on y verra tout à l'heure, mais c'est rare de voir nos institutions des pays sous-développés être impliquées dans ça. Prochaine diapositive. L'Afrique et la recherche. On voit ici que l'Afrique, l'essentiel des fonds, malheureusement, alloués à la recherche demeure et provient des grants, des NIH, des grants et de ces pays, de Wellcome Trust, MRC, de la Fondation Gates, de l'appui de l'OMS, mais également aujourd'hui avec la Banque mondiale, avec les centres d'excellence qui sont un peu éparpillés. Et on voit très souvent que ce sont les pays vraiment de l'Afrique de l'Est et du Sud qui sont beaucoup plus impliqués, et l'Afrique centrale. On voit un peu l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, il n'y a pratiquement pas de grands grants de recherche. Et là également, ces disparités expliquent pourquoi dans la prise en charge et dans la prévention de certaines pathologies, il y a beaucoup de problèmes en Afrique et partout, comparé au reste du monde. Prochaine diapositive. Une autre réalité, ça c'est l'ensemble des maladies qui circulent à travers le monde. On voit le nombre de pays concernés par l'Afrique est pratiquement faible comparé en Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Asie ou l'Europe, même l'Océanie. Prochaine diapositive. Si on prend le cadre du paludisme récemment, la part en tout cas réservée à la recherche, dans le cadre du médicament, de la recherche du vaccin, des vecteurs également, c'est relativement important, tourne autour de 700 millions de dollars par exemple. Mais malheureusement, encore une fois, je ne l'ai pas pris dans cette diapositive-là,
la plupart des financements restent alloués aux grands décideurs. Et ce sont des financements qui sont beaucoup plus investis à travers les pays développés. Et rares sont des financements qui arrivent au niveau de l'Afrique pour dérouler et comprendre ce qui se passe en matière d'avancée par rapport au paludisme. Prochaine diapositive. C'est la même diapositive pratiquement. C'est juste pour montrer que ici, c'est le public toujours, hein, c'est le grand public, les gouvernants. Et malheureusement, on le voit. Si on parle de gouvernement, on sent nettement que c'est parce que c'est les États-Unis, l'Europe qui financent beaucoup par rapport à ça. Prochaine diapositive. C'est la même chose. L'Afrique de l'Est, même en termes continental, on voit que l'Afrique de l'Est est beaucoup plus appuyée en matière de recherche, en termes de centaines. La Tanzanie est le premier pays le plus appuyé aujourd'hui récemment, avec plus de pratiquement 100 millions de dollars alloués à ces pays. Il y a l'Ouganda, le Kenya. Rares sont les pays en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest qui sont impliqués dans le cadre de ces financements. Prochaine diapositive. Ça, c'est la prochaine diapositive. Un exemple de l'Ebola, là, ça revient également à l'histoire des bailleurs de fonds. On voit que durant l'épidémie, mais également dans la phase de mise en œuvre, de consolidation, très souvent, ce sont les mêmes bailleurs de fonds qui sont là. C'est NIH dans le cadre de la recherche fondamentale, appuyant les institutions de recherche avec des centaines de millions de dollars qui sont mis en contribution. Et ce qui fait que très souvent, la recherche de vaccins, parfois de médicaments nouveaux, pose beaucoup de problèmes dans les pays le plus souvent impliqués, concernés, notamment l'Afrique. Et aujourd'hui, on le voit, on parle de la rapidité du vaccin de la COVID-19 et j'ai moi-même interpellé beaucoup de personnes. J'ai dit, pourquoi en Afrique, on n'avait pas eu cette avancée notoire par rapport au palais? Parce que 95% des décès surviennent en Afrique. Et où sont nos décideurs par rapport à ça pour régler le problème? Quand il s'agissait d'un problème qui touche le monde, les grands décideurs sont levés. Mais en Afrique, il y a toujours cette élan de solidarité qui manque, mais également cette lenteur. Prochaine diapositive. Dans le cadre de la COVID, ici, on voit qu'en bleu foncé, plus c'est foncé, plus il y a de la recherche. On voit nettement la disparité. Et pratiquement, en Afrique, on a l'impression qu'il n'y a même pas de recherche qui est réalisée, même si il y en a, mais c'est très faible. Parce que là où on met les moyens, c'est là où il y a la recherche. On voit carrément les États-Unis, on voit carrément l'Europe, on voit l'Asie, on voit un peu l'Océanie. Et malheureusement, l'Afrique est un peu absente, même si ce n'est pas le cas en matière de recherche, parce qu'il a dit, professeur Gallo, tout pouvait se faire en Afrique. Et j'en suis persuadé que le vaccin pouvait être découvert en Afrique, les médicaments pouvaient être découverts en Afrique, mais les moyens ne suffisent pas pour aller au-delà des limites. Prochaine diapositive. C'est la même chose. Prochaine diapositive. Je vais aller vite rapidement. Là, c'est pour dire également, juste encore une fois, que ce que je disais depuis tout à l'heure est la réalité. L'Amérique, et le Canada et l'Europe sont les principaux bailleurs de fonds aujourd'hui dans le cadre de la recherche, y même compris la COVID-19. Et ce qui fait, on voit carrément ce qui se passe. Et malheureusement, le problème sera quoi? C'est qu'aujourd'hui, le problème des vaccins qui se pose, je pense que le professeur Salou l'a dit, notre maître, la communication. Mais pour moi, il faut anticiper sur beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, si ces travaux étaient faits en Afrique, ou que les institutions africaines étaient impliquées depuis le départ, ça va être plus facile. Parce que quand c'est produit localement, les gens ont beaucoup plus confiance que quand c'est importé. Et ça, ce n'est pas uniquement pour le cadre de la recherche, même dans les produits alimentaires, si c'est importé, on vous dit faites attention. Si c'est local, on vous dit que c'est bon. Donc je pense qu'il faudrait impérativement qu'on revoie beaucoup de tout ça. Pour les prochaines épidémies, peut-être que pour le Covid, c'est un peu tard, mais pour les prochaines épidémies, il faut qu'on réinverse ce qui est en train d'être fait pour savoir que si on veut aider le monde, il faudra qu'on comprenne que dans les pays d'endémie tels que l'Afrique, si on ne donne pas les moyens, demain, on ne va pas éradiquer aujourd'hui des maladies parce que les pays qui vont accepter de faire la vaccination, ce ne sont pas les pays où les gens ont été appuyés pour le cadre de développement, ou même les chercheurs ont été appuyés en matière de capacité building ou de financement. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je vais terminer rapidement. C'est les perspectives. On l'a dit, le professeur, notre maître Gallo l'a dit, le One Health. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille dans le One Health en matière d'initiative dans le cadre de la recherche. Qu'il y ait un même financement démocratique. Parce que sinon, ce qui se passera, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura des résultats importants notés par les grands scientifiques de ce monde, les populations auront du mal à l'accepter parce qu'ils n'ont pas été impliqués depuis le départ. On le sait, dans le cadre de nos activités de recherche, si on veut faire quelque chose, il faut aller dans la communauté, les impliquer depuis le départ avec les politiques et dérouler les recherches et partager avec les résultats. Mais si on nous donne des résultats provenant d'autres pays, le résultat sera ce que nous sommes en train de faire, parce que même les fake news ont une puissance. Mais si on avait anticipé, si on anticipe en impliquant tous les pays concernés, qu'il y ait une démocratisation des financements à tous les niveaux, je pense que c'est la recherche qui gagnerait et c'est le monde qui gagnerait. Prochaine diapositive.
un excellent papier que je vous conseille de lire par rapport à ça, prochaine diapositive. En conclusion, pour dire qu'il nous faut continuer à improuver, à améliorer les capacités de financement, les ressources financières, faire ça de façon régulière et de façon concertée durant les épidémies, même en dehors des épidémies, et faire en sorte que la capacité building, les recherches de capacité de financement, mais également le renforcement de nos structures, comme le fait aujourd'hui la Banque mondiale avec les centres de référence, avec le CDC Africa, le CDC Atlanta, les grandes institutions, qu'on continue à capaciter nos institutions, qu'on continue à appuyer nos structures pour que les résultats qui vont découler de ces travaux ne fassent pas l'objet de problèmes d'éthique ou de l'engagement social pour essayer de trouver des solutions par rapport aux grandes pandémies. Prochaine diapositive. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Ça va être difficile de tout dire, mais j'ai essayé de partager ce que j'ai et de laisser les diapositives pour d'autres informations. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Daouda. C'est vraiment très, très instructif. J'apprends beaucoup de choses. J'aimerais bien que dans nos joutes de réflexion autour de ça, tu t'impliques à fond. Monsieur le ministre, vous avez entendu un certain nombre de contributions depuis le début de ce panel. Vous êtes à une position stratégique, décisionnelle, gouvernementale, en vivant dans un pays qui est le résumé de tout ce que nous vivons. De manière pratique de ce panel, je crois que ça a été très intelligent de vous faire conclure votre vision de tout ce que vous avez entendu depuis ce matin, votre ressenti en tant que vous-même scientifique, étant dans une position centrale pour l'approche politique, vos rapports avec vos autres collègues de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vraiment, votre point de vue est quelque chose pour nous tous qui vous écoutons et qui voyons très attendu. Vous avez la parole pour vraiment nous faire sentir qu'on peut faire bouger les choses à partir de la bonne décision politique. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Gallo. Merci beaucoup, surtout en particulier à ce pays, à ce beau pays, le Sénégal, qui nous alimente régulièrement et sans cesse de très belles initiatives dans les domaines intellectuels, scientifiques et universitaires, avec en tête le président Macky Sall, avec qui, je le dis comme un clin d'œil, nous avons en partage un certain passé. Je crois que nous sommes tous les deux passés par l'Institut français du pétrole. On a donc en commun un peu le pétrole dans notre ADN de formation et dans notre parcours professionnel. Je voudrais remercier évidemment le professeur Awa Marie-Colsec qui est toujours à l'initiative de tout ce qui se fait sur le plan scientifique au niveau africain et je la remercie pour l'invitation. Merci à Madame Sarah Kanyao qui nous a quittés malheureusement pour l'excellente conduite de ce panel. Et puis surtout, je voulais remercier les panélistes que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention, beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Et je crois que c'est un panel qui est vraiment rehaussé par leur présence. Merci beaucoup au professeur Salif Sow, merci beaucoup à M. Richard Hachet. Merci à vous-même tout à l'heure pour votre présentation et merci au professeur Daouda Ndiaye, évidemment. Alors, oui, c'est vrai que j'ai la lourde responsabilité de partager plusieurs rôles, à la fois les scientifiques à la base, l'industriel à un moment donné, ministre de la recherche d'innovation. Chez nous, c'est séparé en ce moment, pendant plusieurs années, et puis aujourd'hui, ministre de l'enseignement supérieur. Je voudrais dire 4 ou 5 choses. La première, en effet, il n'y aura pas et il n'y a pas de développement sans recherche.
Et quand on dit développement, ce n'est pas seulement le développement économique. Aujourd'hui, tout ce qui s'écrit doctrinalement sur le développement concourt à dire clairement que le développement, eh bien, il porte sur tous les domaines de façon inclusive. Et donc, c'est d'abord le développement de l'homme. D'abord de l'homme. C'est le développement humain, c'est le développement social, c'est le développement en termes de santé, mais aussi, bien entendu, développement économique et financier, parce que tout cela se tient. Et cette affirmation doit faire partie clairement d'une vision et d'une vision partagée. D'une vision partagée au niveau de nos nations, d'une vision partagée au niveau de nos sous-régions, d'une vision partagée au niveau de notre continent. Ça ne doit pas être un slogan, ça doit être un véritable nouveau paradigme intégré, approprié, assimilé et dont on se donne les moyens de la mise en œuvre dans tout ce que nous faisons. Ça doit devenir le déterminant de tout ce que nous faisons. Rendre à la recherche sa place ou redonner ou donner à la recherche sa place. C'est ce que quelques pays ont fait. Et d'imaginer que n'ont le droit de penser cela et de faire cela que les pays riches, ce serait un grave tort, une grave erreur, parce qu'il y a des pays qui ont décidé cela alors qu'ils n'étaient pas riches. En termes d'illustration, on pourrait parler de ces pays émergents. Il y a 40 ans, ils étaient plus pauvres que les pays africains. Et pourtant, il y a 40 ans, ils ont décidé que la science, la technologie et l'innovation étaient le socle sur lequel devaient s'appuyer toute leur ambition de changer leur situation. À l'époque, pour eux, c'était presque une question de survie. Pas d'émerger, pas de se développer, de survie. Quand un pays comme Singapour importait de l'eau, il n'avait même pas une idée de développement. Ils avaient une idée de survie. Comment pouvoir disposer d'eau, simplement. Et ils ont décidé à ce moment-là que la science, la technologie et l'innovation devaient être le socle. Science, technologie et innovation, évidemment portée par les ressources humaines de qualité. C'est ce duo qui a constitué le socle du succès qu'on leur reconnaît partout aujourd'hui. Donc, il ne faut pas attendre d'être riche, même si on voit que ce sont les pays riches, les États-Unis, l'Europe. Merci beaucoup, professeur Daouda, tout à l'heure pour vos diapos. Le Canada, l'Australie, ce sont ces pays. Eh bien, c'est tant mieux si tout en étant riches, ils en ont pris conscience. Parce qu'il y a quelques-uns qui sont riches et qui n'en ont pas pris conscience. Donc, il ne faut pas attendre d'être riche pour en prendre conscience, parce que c'est cela qui va déterminer la marche vers la prospérité et la richesse. Deuxième chose, il me paraît inconcevable de séparer la recherche et l'innovation. Inconcevable. Chaque fois qu'on parle de recherche, il faut parler d'innovation. L'innovation est le parent génétique, naturel de la recherche. Évidemment, on peut faire de l'innovation sans faire de la recherche. Mais la recherche doit avoir comme entre autres aboutissement, ce n'est pas le seul, entre autres aboutissements, l'innovation. Surtout pour nos pays qui sont en quête de développement. En d'autres termes, la recherche doit consacrer une part importante de son action au service du développement. Et si c'est le cas, ça passe forcément par l'innovation. Il y aura toujours plusieurs recherches. La recherche fondamentale, oui, l'Afrique doit y participer. L'Afrique a une responsabilité scientifique par la part de richesse naturelle qu'elle a, par la part de richesse de biodiversité qu'elle a, des grands bassins hydroélectriques, tout ce qu'elle a. Elle a cette responsabilité qu'elle doit assumer, elle ne peut l'assumer que par la recherche, et notamment la recherche fondamentale. L'Afrique doit continuer la recherche fondamentale, y compris au niveau de la place qu'on lui reconnaît enfin petit à petit dans l'humanité, dans la création de l'humanité. Donc, tout le travail fait par Cheikh Anta Diop, par Théophile Obenga, qui doit se poursuivre pour qu'on comprenne
quelle était la véritable place de l'Afrique, et notamment qu'on comprenne réellement et qu'on ne triche pas là-dessus, sur l'histoire de l'humanité. Donc oui, en matière de recherche fondamentale, l'Afrique doit continuer, évidemment, mais doit consacrer une part encore plus importante aux autres recherches. La recherche appliquée, la recherche développement, la recherche action, bref, la recherche tournée vers le développement. Et c'est celle-là qui a comme débouché naturel l'innovation. La recherche stérile, la recherche qui n'est pas productive, la recherche qui ne se traduit pas par des brevets, soyons concrets. Cette recherche-là, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'y consacrer une part minoritaire. Cette recherche qui ne produit pas de brevets, pardon, nous ne pouvons pas y consacrer une part majoritaire. Donc, recherche et innovation. Et dès l'instant où on fait ce distinguo entre la recherche fondamentale et les autres recherches, on voit bien qu'elles ne peuvent pas être financées de la même manière. La recherche fondamentale, eh bien, doit être financée par les fonds publics principalement. Oui. Et ces fonds publics, ça a été déjà tellement bien décrit que je ne veux pas y revenir. À plusieurs niveaux, au niveau national, au niveau sous-régionaux, au niveau international, au niveau de la coopération. Et nous devons développer cela. On ne peut pas demander à l'Afrique, je suis congolais, je suis au milieu du bassin hydrographique le plus important d'Afrique, le deuxième du monde. Nous sommes un puits de carbone extraordinaire. On ne peut pas demander aux pays africains de financer la recherche pour préserver cela tout seul. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut bien qu'il y ait une solidarité internationale pour assister l'Afrique, qui a une responsabilité qui est d'ordre international. Bon. Donc, la recherche fondamentale doit avoir des mécanismes particuliers. Les autres recherches, celles qui sont tournées vers le développement, ne peuvent être financées que si toutes les communautés qui sont parties prenantes à la gestion de la vie nationale, la vie sous-régionale, toutes les autres communautés, les communautés économiques, les communautés sociales, au-delà des communautés scientifiques, elles doivent s'approprier ce paradigme selon lequel il n'y a pas de développement, y compris pour elles, et même peut-être d'abord pour elles, sans recherche et sans innovation. Si ce paradigme est parfaitement intégré par elles, elles participeront au financement de la recherche. Je vais être concret. Dans un gouvernement, c'est le ministre des Finances, c'est le ministre de l'Économie, qui détermine les choix économiques et financiers du pays. S'ils ne sont pas convaincus de l'intérêt de la recherche pour l'économie et pour le développement, comment voulez-vous qu'ils plaident pour qu'on puisse augmenter les ressources consacrées à la recherche? Comment voulez-vous qu'ils plaident? S'ils ne sont pas convaincus, ça va être extrêmement difficile. Pire, si le chef de l'État lui-même n'est pas convaincu, comment voulez-vous qu'on puisse augmenter les ressources de la recherche? Donc, il faut absolument que les scientifiques que nous sommes, que vous êtes, il faut absolument qu'ils intègrent l'obligation pour eux de convaincre tous les autres d'intégrer ce paradigme qu'il n'y a pas de développement sans recherche et innovation. Si cela est fait, le secteur privé viendra, l'industrie viendra, les commerçants viendront, les agriculteurs viendront, à l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui fait financer sa recherche, bien sûr, par les fonds publics, mais aussi en grande partie par les bénéficiaires. Ils vivent tous les jours, au quotidien, le profit tiré de la recherche dans leur domaine. Et donc, il y a un fonds là-bas qui est alimenté par la communauté des agriculteurs, des exploitants, des bénéficiaires et qui finance abondamment la recherche. C'est ça la voie d'avenir. Appliquée à tous les domaines de la société, eh bien, la recherche sera financée. Mais je crois aussi que si la recherche est tournée vers l'innovation, je parle toujours de la recherche pour le développement, si cette recherche est tournée vers le développement, et si elle est productive, et si elle produit des brevets, eh bien, elle se financera très facilement par elle-même, grâce à la valorisation des résultats de la recherche. Ce qui est mis en place un peu partout avec des agences et qui est aujourd'hui très très loin des objectifs qu'on peut lui assigner. Il y a une relation, et tous les économistes le savent, directe
des mathématiciens diraient qu'il y a une fonction affine entre les ressources consacrées à la production des brevets, à une innovation féconde, et le taux de croissance. Les États-Unis en sont l'illustration parfaite. C'est le pays qui consacre le plus de ressources, non seulement à la recherche, mais à l'innovation. Et cela se traduit par un taux de croissance que l'on connaît. Et ainsi de suite. Donc, si la recherche est féconde et qu'elle produit notamment les brevets, eh bien, elle peut se financer elle-même grâce à ce que peut rapporter justement la fécondité et la valorisation des résultats de la recherche. Donc, voilà, je crois, l'enjeu que nous avons. Cela s'applique bien sûr évidemment à la santé. Nous sommes dans ce contexte de la santé où les laboratoires, de toute évidence, sont ceux qui financent le plus dans des circonstances comme celle-là, pas toujours, dans des circonstances comme celle-là, financent le plus la recherche. Le financement de la recherche en santé aux États-Unis est assuré à la fois par les fonds publics et par les fonds privés, mais il est abondamment assuré par les fonds privés de façon plus permanente que ne le font les fonds publics qui interviennent en général dans ce genre de situation. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une fécondité qui est attendue, laquelle fécondité assure un retour sur investissement et donc qui justifie que l'on puisse investir dans ce domaine. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Nous devons suivre l'exemple du président Macky Sall. Nous devons l'encourager à continuer ce plaidoyer. Ce plaidoyer doit porter non seulement sur les politiques, il doit porter, je le répète, sur l'ensemble des acteurs de nos communautés, communautés nationales, communautés sous-régionales, communautés continentales, pour placer en tête de tous nos projets de développement la recherche et l'innovation. Et si nous le faisons, les financements suivants. Voilà, je vais m'arrêter là et laisser la place à un éventuel échange si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Merci, c'est vraiment puissant. C'est des messages qui nous guident et nous stimulent. Madame le ministre, je sais que dans votre vie, vous n'avez jamais voulu être spectatrice, une actrice infatigable. Et on aimerait bien vous entendre à la suite de votre collègue ministre, nous faire un feedback aussi de tout votre ressenti. J'aimerais que Saleh Sow, qui a donc cette position, professeur Seck, si vous continuez à se voler et tout le reste. Richard, I just want to be sure that you've got everything this morning and be sure that in any other aspect you would like to come back, you can do it in English because all the panelists are very fluent in English also. So I would like to ask, je vais juste demander au professeur Marie-Cole Seck, puis donner quand même leurs avis avant que les autres panélistes mettent dans les cours. Nous avons environ une dizaine de minutes qui sont très ouvertes. Madame le professeur Seck, Madame le ministre, si vous avez envie de dire quelque chose. Monsieur le Président? Oui, Ibrahim, oui. Voilà, si vous permettez, après ces brillantes prestations de nos brillants experts, alors on voudrait donner l'occasion au public de participer. J'ai recueilli 3 questions qui ont été posées par le public et je voudrais les partager avec particulièrement le professeur Salif Sow. La première vient de Madame Blandila
Blandine Bila. Sa question est la suivante. Pour elle, les pays africains doutent encore. Il y a beaucoup de décideurs au niveau des pays africains qui doutent encore de la COVID. Parce qu'ils sont beaucoup plus confrontés à des problèmes de santé tels que le paludisme, etc. Et sa question, c'est comment, dans ces conditions, trouver des arguments pour améliorer la participation des populations à la mise en œuvre de la Convention COVAX dans les pays africains. Il y a une deuxième question qui a été posée par Mamadou Diallo. Pour lui, il parle de stratégie vaccinale. Faudrait-il commencer par une vaccination de masse, puisque pour obtenir cette immunité collective provoquée, il faudrait couvrir 60 à 70% de la population, ce qui peut prendre du temps. Dans ces conditions, il dit, est-ce qu'il faudrait commencer par la vaccination de masse ou bien la vaccination ciblée auprès des personnes à risque? La troisième question a été posée par Madame Alice Desclos. Selon elle, d'après qui vient elle a parlé auprès de la convention COVAX qu'il y aurait 10 à 15 vaccins à l'étude. Alors, elle aimerait savoir quels sont les critères de choix, où est-ce que ces critères sont établis et les modalités, et à quel moment, n'est-ce pas, il faudrait en choisir un. Voilà les trois questions que j'ai pu collecter au niveau de l'audience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Seck. Je voulais remercier ceux qui ont posé des questions. Je voulais m'appesantir surtout sur les deux et certainement le professeur Hackett interviendra sur le troisième et j'apporterai des éléments de réponse. Pour d'abord les stratégies de communication. Je pense que ceux qui ont posé cette question ont raison. Il faut dès maintenant commencer cette communication COVID, que il y a une nécessité pour qu'on arrive à une immunité de groupe, que chacun puisse participer. Mais je pense qu'il faut commencer cette communication en éduquant les populations. Le refus, la méfiance et le déni des vaccins n'est pas nouveau, ça a toujours existé depuis tout le temps. Maintenant, la stratégie, c'est d'apporter des éléments scientifiques, d'utiliser nos leaders communautaires, les leaders religieux, les leaders d'opinion, comme nous l'avons toujours fait, pour vraiment leur montrer l'importance de cette vaccination-là en utilisant toutes les langues de façon décentralisée. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que le vaccin, quand il va venir, on n'aura pas le temps de mettre tout cela en place. Donc, c'est une communication ciblée, une communication de masse en y intégrant tous les leaders d'opinion dans nos pays et surtout basée sur la science. Basée sur la science et avec cela, je pense qu'on arrivera à répondre aux questions posées par les populations qui sont des questions tout à fait légitimes actuellement. La deuxième question, vaccination de masse, non, on ne peut pas le faire actuellement parce que les unités de production, les vaccins sont disponibles au fur et à mesure que les unités de production mettent à la disposition des vaccins. C'est extrêmement intéressant sur le plan scientifique ce que nous sommes en train de vivre. La science, elle est belle quand elle est bien faite. Et ce qui a été proposé, c'est une vaccination en phase. D'abord, vacciner ceux qui sont à risque pour diminuer la mortalité, les personnels de santé, les personnes qui ont des comorbidités. Une fois qu'on a fini cette stratégie, la deuxième phase sera de vacciner les sujets âgés et troisième phase, la population générale. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, dans tous les pays du monde, faire une vaccination de masse maintenant parce qu'il y a urgence de protéger ceux qui sont à risque. Il y a, sur le plan logistique, pas le nombre de vaccins nécessaires pour faire cela. Il faut une solidarité internationale et s'il y a un stock, les partager entre les différents pays, différents continents. Et ce qui fait qu'on ne peut pas aujourd'hui qu'un seul pays s'accapare de tous ces vaccins-là. C'est une solidarité internationale. Juste aborder, professeur Seck, la question du professeur Alice Desclos, qui me semble extrêmement importante aussi, et certainement le professeur Hackett va compléter, les critères de choix.
c'est vrai que le COVAX va amener ces vaccins dans nos pays, mais il est important sur le plan des critères de choix qu'il y ait des critères en fonction de la logistique, en tenant compte de la réalité de nos pays et de nos moyens. Est-ce que nous avons partout des réfrigérateurs de moins 80? Est-ce qu'on a, etc. Je pense que ce sont tous ces éléments-là que les pays africains aussi doivent apporter leurs éléments de réponse et leurs suggestions par rapport à la distribution et la disponibilité de ces vaccins dans nos pays. Je pense qu'il y a plusieurs approches. Il y en a qui, soit une approche africaine ou bien une approche sous-régionale pour pouvoir discuter avec le COVAX quels sont les différents types de vaccins qui sont les plus adaptés. Mais je pense que je n'ai aucun doute pour nos pays africains parce que nous avons déjà l'habitude de vacciner et essentiellement utilisant cette expertise, on peut l'adapter à ce vaccin COVID et arriver à vacciner le maximum de population dans nos pays. Merci beaucoup, professeur Seck. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus beaucoup de minutes, mais nous allons donner la parole au professeur Richard Hachette pour apporter aussi ces éléments de réponse par rapport aux critères de choix des vaccins. Monsieur Hachette. Je vous remercie. Le professeur Sow a très bien répondu à la question concernant les vaccins. En ce qui concerne les critères de choix, il y a bien sûr la réalité selon laquelle les vaccins seront disponibles à des moments précis et en volume défini. L'OMS a fait des propositions et tous les producteurs de vaccins qui sont intéressés à travailler avec la COVAX vont présenter des propositions à l'UNICEF et tout cela sera évalué ainsi avec Gavi. Et tous les prestataires seront évalués par un groupe indépendant qui vont tenir compte du portefeuille de la COVAX dans son ensemble et une variété de vaccins qui peut être utilisés dans des contextes différents. Et comme le professeur vient de le dire, il faut également déterminer le contexte dans lequel les vaccins seront examinés et seront administrés. Il faut également mettre en place des réglementations et l'OMS va également rapidement approuver ces réglementations pour une mise en application rapide. Nous allons donc également mettre en place des exigences en matière de conservation et la COVAX va travailler avec les partenaires locaux et nationaux pour s'assurer que les pays peuvent gérer les vaccins et au fur et à mesure, il y aura une diversité de vaccins. Professeur Seck, juste au niveau du chat, il y a une question extrêmement importante qu'il faut qu'on clarifie maintenant. Il y a quelqu'un qui a demandé combien ça va coûter pour les populations. Les vaccins seront gratuits pour toutes les populations, que ce soit dans les pays développés comme dans nos pays en particulier. Je pense que c'est un élément important sur lequel il faut insister et pour non seulement c'est ce que j'ai appelé l'accessibilité géographique, mais aussi l'accessibilité financière, que ce vaccin est gratuit, c'est un bien pour le commun. Nobody is safe until everyone will be safe. Je pense qu'il faut qu'on le répète. C'est un effort global, mais un effort individuel au niveau district, au niveau régional, au niveau national, pour arriver à avoir ne serait-ce que 70 à 80% des personnes qui seront vaccinées. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à 3 minutes de la fin. Je voudrais donner la chance encore aux panélistes pour que chacun puisse donner un dernier mot pour ce qu'on pourrait retenir de leur communication. Donc, monsieur le professeur Papasaliso, comme vous avez la parole, merci. Quel est votre dernier mot? Merci beaucoup. C'est ce que je vais, mon dernier mot. La science, elle est belle quand elle est bien faite et nous l'avons vu avec le vaccin COVID. En moins de 9 mois, et c'est un vaccin qui est efficace. Nous avons eu la chance d'avoir accès aux données de ces essais-là, et ce sont des données qui sont fortement, qui répondent à la rigueur scientifique. Préparer les populations pour se faire vacciner. Merci une beaucoup. bonne communication au niveau communautaire.
Merci beaucoup. C'est bien noté. Votre dernier mot? OK. Moi, merci, bravo et bonne continuation. Très fier. Bonne continuation. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur du Congo. Merci beaucoup. Et je vais simplement souhaiter que l'Afrique sorte grandie de cette lourde épreuve de réponse à la pandémie, et j'espère que le vaccin va accentuer la résilience, la belle résilience que l'Afrique est en train de montrer face à la pandémie. Merci. Merci beaucoup. Le professeur Daouda Ndiaye. Merci beaucoup. Moi, mon mot sera de démocratiser les financements en matière de recherche, localement par les leaders politiques, nos gouvernants, mais également par l'international, notamment les grandes institutions de ce monde. Merci. Professor Hachette, would you please give your... Thank you. Yes, I just want to congratulate Africa on presenting a wonderful example to the world of continental solidarity and joint effort. We have a very long way to go in the struggle against COVID, but after COVID, we will also need to think about the risk of pandemics in the future, and we at CEPI look forward to working with African partners to make the world a safer place. Merci beaucoup. Madame Sekela, c'est le mot que prendra fin cette session importante qui a porté sur la production des vaccins et sur le financement de la recherche. Nous vous remercions et nous vous disons à la prochaine fois. Merci. Merci. Bye bye.